genre d'homme permet le plus à notre humanité de progresser si ce ne sont les génies? Ne serait-il pas plus profitable pour tous de permettre aux génies indépendants des puissances économiques et financières de prendre des décisions qui s'imposent chacun dans leur domaine respectif pour le bien-être, le confort, l'épanouissement de tous? Seulement, aujourd'hui, nous sommes à l'opposé de ce type de fonctionnement, en termes de compétences d'abord, mais aussi en termes de valeurs sur lesquelles repose ce fonctionnement, des valeurs qui sont contraires à la liberté, l'égalité et la fraternité. Si nous regardons un peu l'histoire de notre humanité, nous constatons que nous avons d'abord été organisés à l'échelle de la tribu, puis du village, puis de la région, du pays. Nous en sommes à peu près à l'échelle du continent, nous dirigeons vers une dimension planétaire. D'autre part, nous avons eu successivement au pouvoir des brutes qui se servaient de leur force musculaire, puis des riches qui avaient les moyens d'avoir beaucoup de brutes à leur service, puis des politiciens qui ont pris au piège de leurs espoirs les peuples des pays démocratiques, sans parler des militaires qui ont basé leur réussite sur une organisation rationnelle de la brutalité. Regardons la réalité d'aujourd'hui qui transparaît sous une couche de mensonges et de manipulation. Notre monde a d'abord connu l'échec du communisme qui ne donnait pas du tout l'envie de progresser et est maintenant paralysé par le profit. Un système qu'on appelle le capitalisme néolibéral qui use des méthodes les plus viles pour soumettre les populations à leur bon vouloir et qui se résume à leurs propres intérêts. Alors, si on prend la définition du capitalisme néolibéral, doctrine qui prône une liberté maximale pour les entreprises et le minimum d'intervention de l'État. C'est une doctrine qui a permis aux plus riches de s'accaparer des richesses de l'État, ces États qui sont devenus de véritables coquilles vides, dénués de toute légitimité politique, d'autonomie et de souveraineté. Et cela a plongé les populations dans l'état que nous lui connaissons aujourd'hui et qui risque fortement de s'empirer si nous laissons les choses faire passivement. Parce que nous sommes dans un contexte d'intérêt particulier qui s'impose au plus grand nombre et qui ne va non pas dans le sens de ce plus grand nombre, mais dans le sens de l'intérêt de ceux qui imposent les règles et qui restent anonymes par l'intermédiaire de la BRI, la Banque des règlements internationaux située à Bâle. Comme le dit Valérie Bugeaud, docteur en droit privé, avocate, et se consacrant aujourd'hui exclusivement à ses travaux de recherche en géopolitique comprenant l'économie, le juridique, le monétaire, et à travers les institutions nationales et internationales, il s'agit de prendre conscience que c'est leur volonté à eux qui s'impose, de ce petit groupe d'intérêts privés qui dirige le monde. Ça ne relève pas d'un ordre naturel, mais d'une organisation artificielle du monde. D'où cet écart entre l'apparence et la réalité qu'il faut comprendre. Ainsi, la pandémie du coronavirus peut paraître comme un dérivatif qui focalise l'attention des gens de façon à s'en servir comme prétexte à l'effondrement économique qui est en train de se produire pour préparer tranquillement la mise en place d'une monnaie mondiale auquel fera suite un gouvernement mondial. L'objectif de ce dernier étant d'organiser les intérêts particuliers de ce petit groupe et non pas l'intérêt des populations, mais tout en mettant en place un revenu universel, se faisant passer pour un véritable sauveur. C'est le principe du pompier pyromane qui met discrètement l'incendie et puis qui arrive en sauveur pour l'éteindre. À partir du moment où un collapse économique est organisé, le revenu universel bien-être s'impose parce que les populations vont tomber dans une misère tellement évidente que le fait d'octroyer un revenu universel fera passer pour un sauveur. Mais ce revenu universel n'est pas sans contrepartie, parce que c'est une façon de brider les gens qui en seront dépendants pour leur propre survie, tout en ayant toute possibilité d'action sur leur propre vie complètement anéantie,
avec éventuellement obligation de se faire vacciner, de se faire inoculer une puce électronique pour les paiements, pour soi-disant le système de santé, etc., etc. Donc, il est important de prendre conscience de ce système complètement fallacieux, car n'oublions pas que l'objectif est seulement l'intérêt d'un petit groupe exerçant leur pouvoir sur tout le reste de la population. Mais rien n'empêche les populations de reprendre les rênes de leur vie en main avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce qu'ont tenté d'amorcer les Gilets jaunes. Nous sommes tous les êtres humains comme des cellules d'un grand organisme qu'est notre humanité dont nous faisons tous partie. Et il n'y a aucune cellule dans notre corps qui se dit supérieure aux autres ou inférieure, et il n'y en a pas qui vont prendre la quasi-totalité des ressources en oxygène, en eau, en aliments, et puis laisser les miettes aux autres, contrairement à ce qui se passe au sein de notre humanité. Parce que, selon le rapport Oxfam au 19 janvier 2020 sur les inégalités mondiales, 1% des plus riches possèdent plus de 2 fois les richesses de 6,9 milliards de personnes. Pour en revenir à notre corps, eh bien, il y a une juste répartition des ressources entre toutes les cellules, sachant que chaque cellule fait exactement ce pourquoi elle est faite. Elles travaillent donc toutes en parfaite collaboration les unes avec les autres, et c'est ce qui fait que nous avons cet équilibre interne d'assuré, qu'on appelle homéostasie, et qui nous permet d'être en bonne santé, d'être en pleine vitalité. Et comment cela se passe-t-il si ce n'est par le fait que chaque cellule fait exactement ce pourquoi elle est faite, tout en œuvrant en parfaite collaboration les unes avec les autres? N'est-ce pas là les lois naturelles de la vie? Et si maintenant nous transposons ce mode de fonctionnement à l'ensemble de notre humanité en imaginant que chaque être humain puisse faire exactement ce pourquoi il est fait? N'est-ce pas le meilleur moyen pour redonner à notre humanité un maximum de chance, pour lui permettre de sortir de ses souffrances, de tous ces problèmes, de restaurer notre planète complètement ravagée par les avidités de richesse qui entraînent un degré de pollution asphyxiant et affaiblissant tous nos organismes? Et donc, les génies, dans ce contexte de collaboration, de solidarité, auraient une place de choix pour prendre les meilleures décisions qui soient dans le domaine qui leur est propre. Il va sans dire que la valeur de fonctionnement sur lequel doit reposer ce fonctionnement est l'humanitarisme. Alors au passage, j'ai voulu savoir quelle était la définition du mot humanitarisme que donne un dictionnaire classique. Le Larousse ou l'Internaute, ensemble de conceptions humanitaires jugées utopiques. Mais j'ai trouvé mieux, comme par exemple le CNRTL, Centre national de ressources textuelles et lexicales, ou dans l'encyclopédie de l'Agora, le Trésor de la langue française met l'accent sur le sens péjoratif de ce mot. La seule définition qu'il en donne est la suivante: doctrine humanitaire jugée utopique, vaine ou même dangereuse. Elle est suivie de cette citation de Julien Banda tirée de La trahison des clercs: dénoncer l'humanitarisme comme une déchéance morale, bien mieux comme une déchéance intellectuelle. Heureusement, une version anglaise donne une autre définition du mot humanitarisme. L'humanitarisme est une croyance active dans la valeur de la vie humaine, par laquelle les humains pratiquent un traitement bienveillant et fournissent une assistance à d'autres humains afin d'améliorer l'humanité pour des raisons morales, altruistes et logiques. Dans tous les cas, ça met en lumière le conditionnement et les manipulations que les populations subissent depuis des siècles en fonction de certains intérêts. Quoi qu'il en soit, fini les gouvernements dont les décisions et les lois ne sont pas en corrélation avec les besoins du terrain humain et environnemental. L'humanitarisme est le socle fondamental sur lequel doit reposer le fonctionnement d'une nouvelle organisation sociétale en agissant pour le bien-être de l'ensemble. C'est le préambule nécessaire à un modèle de société comme le paradisme, dont l'objectif est le bonheur pour tous.
Le paradisme propose un simple système de guidance caractérisé par des collèges composés d'êtres humains choisis pour leur haut niveau d'intelligence et d'humanisme, qu'on pourrait qualifier de sages, de par leur haut niveau de conscience. N'ayant aucun privilège, leur rôle serait juste de s'assurer que tout est pensé, conçu, réalisé par tous les génies, tous les inventeurs et créatifs en tout genre pour faire de la Terre un monde de bonheur et d'épanouissement pour tous les habitants, sans distinction de race, de religion, de culture, de niveau d'intelligence. Les lois naturelles universelles reprendraient ainsi le dessus, permettant non seulement de sauver notre humanité, mais aussi qu'elle se dirige vers un haut niveau de civilisation caractérisé par la paix, l'abondance, l'harmonie, apte à s'ouvrir éventuellement à d'autres civilisations galactiques.